J'ai juste eu la chance de grandir au milieu de beaucoup de femmes, d'abord. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ma mère qui est très belle. Et donc j'avais toujours l'impression que c'était la plus belle femme du monde. Et je disais toujours à mon père que, au fond, il avait eu beaucoup de chance. Et en grandissant, la vie professionnelle m'a amené à me retrouver à travailler avec les femmes. D'abord dans une organisation au Cameroun qui s'appelait CBWN et qui était affiliée à un programme américain ABWN de l'ONG américaine Vital Voices. Et ensuite, à travailler avec United Success, qui est une organisation de femmes chefs d'entreprise à travers le monde. Et du coup, en écoutant les femmes, en regardant faire les femmes, en essayant de comprendre 2-3 choses que nous, les hommes, ne savons pas faire. La gestion du temps est un secret bien gardé par les femmes. Le jour où nous saurons gérer le temps, ne serait-ce qu'à 10-20% comme vous, nous allons révolutionner totalement le monde. Donc, je me suis retrouvé là et j'ai compris ce que nous perdions dans les problématiques de genre et dans la façon dont notre société traite les femmes. Après avoir eu ce parcours, j'ai dû aller écouter maintenant les femmes traditionnelles, les femmes du Mevungu, les femmes du Kor. Le Kor, c'est chez les Bassa, le Mevungu, c'est chez les Fang, les Boulous et les Fang. Et j'ai compris que, en fait, nous, en Afrique, nous avions totalement oublié ce que c'était que la femme. Je suis rentré voir en Égypte et on verra sur la couverture de mon livre, de mon dernier livre, Potbokibon, effectivement une photo d'un couple royal et la femme qui tient son mari. Et je l'ai intitulé Potbokibon, la parole et l'action, parce que les hommes, en fait, c'est la parole et l'action, c'est les femmes. Donc, vous avez là les 2 piliers d'une société. Il n'y a donc pas un pilier plus grand ou plus fort ou plus haut ou plus je sais pas quoi que l'autre. Sans l'un des piliers, vous n'avez pas de société. Et ça a été ça dans nos traditions. Une femme qui veut se donner ou à qui on veut donner des tâches masculines, malheureusement, ces tâches, ça ne marche pas. Dans l'Égypte antique, les femmes, par exemple, ne faisaient pas les travaux de bâtiments et travaux publics. Ce n'est pas parce qu'elles n'étaient pas capables de le faire, mais parce qu'on avait découvert elles pouvaient être beaucoup plus utiles en faisant, par exemple, les mathématiques, la médecine, l'astronomie, qui sont des sciences du détail, de la patience, ce que nous, les hommes, nous n'avons pas forcément. Et donc, si vous voulez organiser une société de façon optimale, vous tenez compte des éléments de nos personnalités. Nous, les hommes, les détails nous échappent très souvent. Donc, dans l'Égypte antique, par exemple, les questions financières étaient plus souvent confiées aux femmes. Vous imaginez que pour construire la pyramide de Khéops, 20 000 ouvriers. Si vous n'êtes pas très rigoureux, on n'avait pas les ordinateurs, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Si vous n'avez pas le sens du détail, c'est très compliqué de gérer cette logistique. Et essentiellement, c'était les femmes qui géraient ça. Parce qu'elles ont le sens du détail et elles ont cette autre chose de supérieur. Non, disons de différent. Cette autre chose de différent qui fait que, parce qu'elles donnent toujours à manger aux enfants, elles vont plus facilement s'assurer que les 20 000 ouvriers ont mangé. Alors que si un homme va se dire, j'ai 20 000 plats, on va les distribuer, point barre. La femme ne fonctionne pas comme ça. La femme va s'assurer que effectivement, les plats sont arrivés chez chacun, que chacun a mangé et il a mangé à sa faim. C'est la division du travail qui donne une certaine place à chacun dans la société. Et nous, les Africains, nous n'avons vraiment pas ce problème d'égalité. C'est-à-dire qu'en réalité, traditionnellement, la femme est le primum inter pares sur le plan. C'est-à-dire, d'un point de vue politique, c'est comme ça qu'on considère la femme. Ça peut ne pas plaire, mais moi, je m'en tiens au fait. Malheureusement, c'est l'influence arabe, arabo-musulmane et européo-chrétienne. Point. C'est eux qui ont ça. Les Européens sont misogynes.
je veux dire, regardez leur histoire, la femme, ça n'a pas de place. D'ailleurs, même, la femme perd sa personnalité juridique, son identité juridique quand elle se marie. Et même, pour qu'elle se marie, c'est elle qui paye la dot. Je ne comprends pas très bien cette logique, elle est bizarre pour nous. Les arabo-musulmans, là-bas, c'est encore pire. Elle n'existe même pas dans l'espace public, la femme. Elle n'existe pas. Donc, si vous êtes la femme de Yam, si nous sommes des Européens, on va dire Madame Yam, point. Vous ne savez pas d'où elle vient, qui elle est, de quelle famille elle sort, comment, à quoi. Non, elle est Madame Yam, point. Aucune identité juridique. Or, chez nous, c'est pas ça. Chez nous, si vous êtes Madame Yam, quand on veut vous appeler, on vous appelle par votre nom, ou quand quelqu'un veut parler de vous, vous présenter, il vous présente par votre nom, et ensuite, donc, maintenant, il dit à la personne que c'est l'épouse de tel. Mais il ne peut pas commencer par dire vous êtes l'épouse de tel. Ce n'est pas ça votre identité juridique. Ça, c'est l'identité sociale. Votre identité, c'est que vous êtes tel. Et du coup, nous nous sommes retrouvés embrigadés dans cette histoire qui a créé une modification qui est en cours et que des gens comme moi refusent, de passer d'un matriarcat qui a duré 300 000 ans à un patriarcat violent, brutal, totalement ségrégationniste contre les femmes. Je pense que lorsque vous avez des lois qui sont inspirées essentiellement du Commonwealth et des lois napoléoniennes, des lois françaises, vous ne pouvez pas avoir une société différente. Parce qu'en Afrique, l'enfant n'est pas l'enfant du père. Ça, c'est l'une des très grosses différences avec les lois que nous avons aujourd'hui. L'enfant n'est pas l'enfant du père, l'enfant est l'enfant de la mère. Or, comme c'est elle qui porte la vie dans toutes nos langues, d'ailleurs c'est comme ça qu'on appelle la femme. La femme, quand vous dites femme en français, ça ne veut rien dire du tout. Mais quand on donne le nom, la façon dont on appelle la femme dans nos langues africaines, quelle que soit la langue, ça veut dire la source de vie. C'est ça, comme ça que ça s'appelle. Donc, la source de vie est nécessairement la personne qui protège le mieux la vie. Voilà pourquoi la femme était le premier parmi les pères. Et que dans nos sociétés traditionnelles, vous aviez toujours deux collèges. Le collège des femmes sur le plan politique, le collège des femmes et le collège des hommes. Chez les Bassa, vous avez donc le collège des Mbombok, c'est les hommes, et le collège des Nkor, les femmes. Vous l'avez également chez les Bouloula, je vous ai dit, j'ai regardé essentiellement auprès des deux là. Donc, au bout du compte, et attention, pour qu'une décision soit prise définitivement, c'est le collège des femmes qui l'entérine en dernier ressort. C'est le collège des femmes. Malheureusement, on est tombé dans un piège. On est tombé dans le piège de Beijing en 1995, qui nous laisse croire que nos femmes ont besoin de bagarrer pour avoir une place. Je refuse l'idée selon laquelle, dans nos parlements, il faut qu'il y ait des quotas pour nos femmes. Quand nous allons à l'université ou au collège ou à l'école primaire, les femmes font 30% des matières qu'ils sont enseignées. Elles font 30%. Pourquoi quand on grandit, on veut aller maintenant à l'Assemblée nationale, au Sénat, on dit que c'est 30%. Pourquoi? C'est une injustice sociale. Dans mon dernier livre, Pot-Bokibon, ce que je propose, je rappelle, il faut 2 collèges. On n'a pas besoin d'organiser la société comme les Européens. Parce que les histoires d'avoir l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est des choses des Européens, ça. Nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. On peut avoir 2 collèges. Collège des femmes, collège des hommes. Donc, les lois, les propositions de loi, les projets de loi, ça entre par le collège des hommes et ça sort en dernière lecture par le collège des femmes. Soyons même égoïstes dans une société. Nous formons des femmes. Et je vous rappelle que quand vous prenez les universités d'État au Cameroun aujourd'hui, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Donc, nous formons nos femmes. Elles arrivent en licence, en master, en doctorat. Et puis, tout d'un coup, elles n'ont pas le droit de devenir des directrices. Elles n'ont pas le droit de devenir ministres. Elles ne doivent pas devenir députées et sénat. On les a formées pourquoi? Est-ce que quand on était à l'école, ce que les hommes ont appris, elles ne l'ont pas appris? Pourquoi nous prenons la moitié de nos cerveaux, on les met de côté? C'est quel genre de gestion des ressources humaines ça? Donc nous prenons des ressources humaines bien formées, absolument, parfaitement qualifiées. Nous disons non, c'est des femmes. La chance qu'on a même au Cameroun, c'est qu'au moins les salaires sont les mêmes. Parce qu'ailleurs, les femmes gagnent même moins que les hommes.
Écoutez, c'est une ONG américaine qui a été fondée par Madeleine Albright et Hillary Clinton. Et en 2010, ils ont créé au début des années 2000 un programme qui s'appelle Africa Business Women Network, qui, dans le domaine économique, aidait à organiser les femmes en Afrique pour qu'elles puissent faire des affaires. Et j'ai eu la chance d'être le hub manager pour le Cameroun et de pouvoir donc rencontrer beaucoup de femmes. Je crois que quand je suis arrivé, il y avait une douzaine de membres. Et un an plus tard, ils étaient 72 membres qui représentaient 76 000 femmes au Cameroun. Et c'est quelque chose dont je suis particulièrement fier et c'est une expérience que je suis heureux d'avoir eue parce que ça m'a permis de regarder les femmes faire, d'écouter les femmes et surtout de travailler avec elles. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on parle du Made in Cameroun, mais c'est par là que ces choses ont commencé. Nous avions une foire mensuelle. Les femmes venaient exposer leurs produits. Et nous les encourageons. On a mis en place un programme de financement. On était dans le projet Manioc à l'époque, qui aurait dû apporter au Cameroun entre 5 et 7% de taux de croissance. Malheureusement, c'est un projet qui a avorté, mais qui aujourd'hui a fait des émules au Nigeria, où on a les femmes qui étaient dans ABWN, qui nous ont rencontrés, à qui on a parlé de ça. Il y en a une qui fait des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est une mauvaise idée. Ce n'est pas la bonne attitude, en fait. Je pense que je ne favorise pas particulièrement l'entrepreneuriat ou pas. Traditionnellement, c'est les femmes qui sont gardiennes de notre patrimoine. Si vous êtes la gardienne du patrimoine familial, vous êtes nécessairement la personne qui le manage, qui le fait fructifier, qui le protège, etc. En fait, nous utilisons mal les compétences naturelles, les dispositions, les dons naturels des femmes chez nous. Les femmes sont... Mais prenez n'importe quelle femme dans ce pays, de la plus éduquée à la moins éduquée, de la femme de campagne à la femme de ville, de la jeune femme qui est une adolescente de 18-20 ans à la femme qui a 70 ans. Le rapport de ces personnes au patrimoine matériel est très différent du rapport que les hommes de même âge et de même condition ont. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'hommes au Cameroun qui mangent chez eux. Ils ne savent même pas comment leurs femmes font. Ce n'est pas qu'elles prennent des choses à l'extérieur, mais c'est que pour un homme, par exemple, qui a une épouse, 5 enfants, il ne sait même pas comment sa femme fait pour qu'il ait à manger avec 2000 francs ou 3000 francs à la maison. Mais il arrive, il mange. Comment elle fait? Je vous ai dit que vous avez des talents que vous devriez prendre la peine de mettre sur le papier et de nous les enseigner. D'abord, elle doit être volontaire, mais ensuite, et ça rejoint la question sur les célibatantes, elle doit savoir quel est le pilier de la société. C'est une très grosse responsabilité. C'est-à-dire que les femmes se lèvent le matin avec la conscience qu'elles sont les piliers de la société. C'est quelque chose d'incroyable. C'est très fort comme responsabilité, mais elles doivent le faire. Et donc, être célibatante, c'est pas normal, c'est pas une bonne attitude. La bonne attitude, c'est de dire, c'est pas de dire je n'ai pas besoin d'un homme, non, pas du tout. C'est de dire je dois contribuer à cette société parce que la société repose ou compte sur les femmes pour se pérenniser. Pas seulement en nous donnant des enfants, mais en étant les gardiennes rigoureuses de notre patrimoine. C'est l'une des choses qui nous manque. Donc quand une femme commence à dire je n'ai pas besoin d'un homme, elle n'a rien compris à ce que la société veut. Mais les hommes ont besoin de toi, tu vas faire comment? Et de l'autre côté, comment les femmes doivent y arriver? Ce n'est pas le combat des seules femmes. En fait, c'est le combat de la société elle-même pour sa survie. Toutes les sociétés qui ont eu tendance à négliger les femmes, à rabaisser les femmes, à en faire des objets, à les transformer en objets alors qu'elles devaient rester des sujets, toutes ces sociétés ont périclité, ont décliné. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat.
leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adi Poutou et Queen Ardasha Parfait de Kafo.